Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux chez vous pour ces rendez-vous chez mes critiques. Avec le temps, vous avez commencé à vous habituer à ce programme et notre joie est immense parce que vous avez eu un écho favorable. Vous êtes très nombreux de nous avoir écrit, vous nous suggérez des sujets et nous ne pouvons que suivre vos recommandations. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue encore à ce programme. Aujourd'hui, nous avons une thématique extrêmement importante. Notre pays se présente sur la scène internationale comme pays solution. C'est un sujet que les chefs de l'État et tout son gouvernement ont eu à développer depuis la conférence de Glasgow, donc depuis les réunions qu'on appelle les COP 27, 26, 27, tout ça. Le président avait parlé que notre pays avait le potentiel nécessaire pour pouvoir résoudre des problèmes que connaît aujourd'hui l'humanité. Nous avons une des plus grandes forêts, nous avons des métaux stratégiques qui participent à la transition énergétique. Mais une des choses avec laquelle nous nous sommes engagés depuis 20 ans déjà, notre pays avait accepté que l'exploitation des ressources naturelles doit se faire dans la transparence. Nous avons accepté donc d'adhérer au processus de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles. Et chaque année, nous faisons un programme. Il y a donc un comité national et un secrétariat exécutif qui produisent un programme, qui produisent un rapport, voulais-je dire. Et ce rapport nous mène vers le chemin de la conformité. Mais il y a un secteur qui n'a pas été suffisamment couvert, c'est le secteur du bois, le secteur des forêts. Nous avons donc des industries dans le domaine de la forêt qui exploitent le bois congolais, qui l'exportent et qui en réalité engagent des bénéfices. Combien sort chaque année? Qui paye quoi à l'État? Qu'est-ce que nous faisons finalement de ce secteur qui doit en même temps être exploité, en même temps être préservé? C'est comme ça que ce soir, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir celui qui nous répondra à nos questions par rapport à notre interrogation, à savoir qu'est-ce que l'on fait dans le domaine de la traçabilité, dans le domaine de transparence, dans le secteur du bois. Nous avons sur ce plateau le coordonnateur, le secrétaire exécutif de l'ITIE RDC, l'ingénieur Jean-Jacques Kayembe, que je salue. Bonsoir. Bonsoir Willy. Cordon, merci d'être là, merci. Je sais que vous êtes très très occupé, mais nous avons quand même pu arracher ce quelques minutes pour que le peuple qui nous donne ce mandat de vous poser des questions puisse être satisfait. Je ne serai donc pas seul, depuis quelques semaines, elle monte en puissance et elle va certainement devenir une des stars de la télévision dans les mois qui viennent, mais aujourd'hui c'est une intelligence raffinée. Je voudrais saluer Maïva Ngalola. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Voilà, donc c'est avec Maïva que nous allons interroger, peut-être pas cuisiner, mais interroger quand même le coordonnateur de l'ITI. Monsieur Jean-Jacques Kayembe, ce matin, la ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba Massoudi, je crois que c'est depuis le 12 avril, elle a publié une note circulaire. Et dans cette note, le ministère de l'Environnement porte à la connaissance des concessionnaires, des forestiers, de la disponibilité du rapport préliminaire et de la commission de révisitation des contrats d'exploitation et de conservation. Donc la ministre dit, effectivement, annonce que ce rapport est fini et il est déjà dans le site web, donc www.med.gouv.cd du ministère de l'Environnement et du Développement. Les concessionnaires forestiers concernés par les décisions contenues dans les 10 rapports ont un délai de 15 jours à dater de la publication de la présente circulaire pour des éventuels recours dûment motivés adressés au ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est une communication qui, en mon sens, a inquiété un tout petit peu, qui est symptomatique de l'instabilité, je prends le mot entre guillemets, qui règne dans le secteur forestier où rien n'est jamais stable. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi? Merci beaucoup Willy, mais moi j'ai une autre lecture de la chose parce que, vous savez, depuis 2020, le comité exécutif de l'ITE a décidé d'intégrer ou de pouvoir publier le rapport du secteur forestier.
nous avons lancé la campagne. On a recruté un cabinet, même 2 cabinets. Le premier, c'est le cabinet KPMG qui nous a produit un rapport de cadrage. C'est quoi un rapport de cadrage? C'est un rapport qui nous donne les fondamentaux ou les acteurs qui doivent participer au rapportage ITIE. Et ce rapport a déterminé les administrations, donc les institutions étatiques qui participeront au processus et les acteurs du secteur privé, qui sont des opérateurs économiques dans le secteur, et tous les flux financiers qui devront se retrouver dans le rapport. Comme vous le savez, avec la nouvelle norme, nous devons publier les contrats sur les sites de chaque ministère sectoriel et nous devons aussi aller jusqu'à la production, jusqu'à tout ce qui se passe sur toute la chaîne de valeur du secteur forestier. Alors, c'est le processus dans lequel nous sommes engagés. Le rapport a été publié. Il y a eu des activités à Kinshasa et en province, les provinces qui sont à grand impact dans le secteur forestier, où nous avons sensibilisé les parties prenantes. Et la circulaire que vous venez de lire, pour nous, c'est un processus administratif normal. Il n'y a rien d'inquiétant. On doit révisiter tout le temps. Non, le problème c'est que... Parce que la révisitation aboutit à quoi? À la perte de... Willy, il y a une chose que nous devons bien comprendre. Oui. Si à un certain moment la gouvernance a connu beaucoup de problèmes, je ne veux pas dire qu'elle était faible, mais si aujourd'hui nous sommes en train de reconstruire cette gouvernance et de travailler, il est tout à fait normal que nous puissions faire une revue administrative du secteur. Je pense que c'est ce que son Excellence la ministre d'État est en train de faire pour que nous puissions nettoyer et aller de l'avant. Tu crois qu'il y a Maëva une question sur ce sujet? Messieurs Jean-Jacques, nous sommes heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup Maëva. Merci. Monsieur Jean-Jacques, on constate que le secteur du bois en RDC connaît plusieurs changements. Alors, on a l'impression que chaque gouvernement établit ses règles et choisit ses acteurs, ses opérateurs, voulais-je dire. Cependant, vous qui êtes coordonnateur, comment réalisez-vous la traçabilité de flux financiers avec des secteurs qui changent à chaque fois? À mon sens, je pense que le secteur n'a pas changé. Si vous analysez même le rapport qui vient d'être publié, c'est un rapport qui a fait la revue de tous les acteurs, de tous les contrats du secteur. Je pense qu'il y en a 82. On a parlé de 82. Et c'est séparé en 56-26 selon qu'on est dans l'exploitation ou dans la conservation. Donc, on est parti du point A, donc du point temps égale 0 jusqu'à ce jour. On a analysé. Mais il se fait que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réclamations de la société civile et d'autres parties prenantes qui avaient un problème de gouvernance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? C'est de revisiter pour améliorer que ce secteur puisse atteindre le même niveau de transparence et de gouvernance que le secteur minier. Alors, il est tout à fait normal que le gouvernement puisse faire un état des lieux, puisse faire une analyse, une revue de tout ce qui s'est passé. Et quand on fait une revue administrative, ce n'est pas qu'on dérange le secteur, non. Il est tout à fait normal que le gouvernement puisse faire une introspection, regarder ce qui n'a pas marché et ce qui a marché pour pouvoir tracer une nouvelle ligne afin d'améliorer la gouvernance du secteur. Moi, à ce niveau, je ne dirais pas que les gens devront rester inquiets. Non, ils devront plutôt regarder dans la direction actuelle que nous indique le gouvernement. Le premier rapport où la circulaire elle est claire,
Le rapport est fait et il est public. Ça, il faut vraiment féliciter le gouvernement. Ce n'est pas un rapport qui est resté sous table. Il est public, il est sur les sites. Et on dit, celui qui trouve qu'il doit faire un recours, il fait un recours administratif. C'est un recours administratif. On va analyser. Si chacun a des arguments que j'ai signé mon contrat de concession en bonne et due forme, je pense que le gouvernement va faire les choses comme il se doit. Le droit d'un chacun sera garanti. Moi, je le crois parce que la ministre d'État est deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITE. Je sais qu'elle travaille pour la transparence et la gouvernance de ce secteur. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, je ne vois pas que le secteur est en train de changer. Il ne change pas, mais le secteur est en train de prendre une bonne voie. Monsieur Kayembe, parce qu'il s'agit du secteur forestier et que c'est un secteur important, mais nous allons demander à la régie de nous donner quelques images pour que les téléspectateurs, vous vous rendiez compte de quoi nous parlons. Quand nous parlons de l'exploitation du bois au Congo, quand nous parlons de ce secteur et que nous demandons qu'il y ait effectivement une traçabilité, une transparence, parce que certains pays ont 10% moins de ressources forestières que nous, mais ont déjà suffisamment développé leur propre histoire. Suivons donc ce petit document, exploitation forestière du bassin du Congo, et nous allons revenir. C'est 4 mètres 35. Ok, 4 mètres 35. Cet arbre de la forêt congolaise n'a pas été choisi au hasard. Arrivé à maturité, situé dans une parcelle autorisée, il a été sélectionné par l'équipe de cette entreprise forestière. Dans la forêt congolaise, second poumon de la planète, à la biodiversité unique au monde, une gestion durable de la forêt se met peu à peu en place. Aujourd'hui, aucune exploitation forestière ne peut se faire sans qu'il y ait un plan d'aménagement. Avant, il n'y avait pas de plan d'aménagement et l'exploitation se faisait sans se préoccuper du renouvellement de la ressource. Aujourd'hui, le plan d'aménagement repose sur un certain nombre d'études scientifiques qui vont permettre d'établir les paramètres d'une exploitation durable. On procède des inventaires forestiers, des inventaires fauniques, des enquêtes socio-économiques et on élabore un plan d'aménagement sur une période de 25 ans. Ces inventaires permettent de connaître la composition de la forêt, la répartition des arbres par espèce, leur grosseur. Ainsi, parcelle par parcelle, l'exploitant planifie et distingue les espaces forestiers à exploiter de ceux qu'il faut protéger et conserver. La concession est subdivisée en 3 séries forestières. La première, c'est la série de conservation qui va regrouper les espaces à haute valeur de biodiversité. Il y a ensuite la série de protection qui concerne les espaces sensibles à l'érosion. Et enfin, la série de production qui regroupe le reste de la concession réservée à l'exploitation. Notre métier a changé. On est devenu de coupeurs de bois, pour le dire si méchamment, à devoir regarder une exploitation, donc toujours coupée, mais d'une façon durable. Mais la gestion durable de l'exploitation forestière ne peut se faire sans accompagnement, suivi et contrôle. Dans une forêt immense, c'est une mission souvent impossible pour les équipes de l'administration forestière qui manquent cruellement de moyens. Vous allez faire un courrier à l'entreprise pour les invités qui viennent, qu'on harmonise leurs limites avec notre limite. Ici travaille la DIAF, la Direction des inventaires et aménagements forestiers. Elle est responsable de la validation et du suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement. Le programme AG du Fort, appui à la gestion durable des forêts de la RDC, a été mis en place en son sein pour renforcer ses capacités en vue de mener à bien cette mission essentielle. Le projet AG du Fort nous a aidés à élaborer des outils qui nous permettent de faire l'analyse des différents documents que les concessionnaires forestiers déposent à l'administration, ce qui ne se faisait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas de la compétence ou bien je peux dire
des capacités pour faire une analyse technique. C'est sur une superficie de près de 11 millions d'hectares de forêts concédées que le projet lutte contre la déforestation et renforce la contribution des activités forestières au développement économique du pays. La réussite de la gestion durable des forêts de la RDC passera par la généralisation des plans d'aménagement et l'adoption des pratiques de bonne gouvernance dont les effets sont d'ores et déjà perceptibles. Donc tout le processus autour de la production forestière est en train maintenant d'être maîtrisé. Donc nous y allons à petits pas. Voilà, nous venons de suivre un peu en illustration cette exploitation forestière. Elle est industrielle, celle-là. Il y a des entreprises qui reçoivent des concessions et qui commencent à travailler pour pouvoir exploiter les forêts. Je crois que M. Kayembe, le domaine de la forêt est un peu différent du domaine des mines. C'est totalement différent parce que si vous regardez, lorsque nous avions adopté le décret de l'ITIE, nous avons dit que c'est le secteur des ressources naturelles. Oui. Il faut les comprendre comme les ressources épuisables. Et par extension, nous avons dit la forêt aussi. Parce que si une forêt est mal gérée, on risque de la perdre totalement. C'est comme ça qu'à l'ITIE, on l'a intégré par extension. Et nous, dans notre pays, nous considérons que c'est une ressource naturelle. Si elle n'est pas bien gérée, elle est épuisable. Bien sûr, aujourd'hui, tous nous savons que le désert du Sahara, ça a été quand même une forêt. Ça a été le mer intérieur, c'était une forêt. Aujourd'hui, c'est le désert. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le réchauffement climatique, plusieurs zones qui étaient boisées sont devenues aujourd'hui, malheureusement, des déserts. Mais fondamentalement, je ne sais pas comment l'ITIE va faire. Parce que, en ce qui concerne la forêt, non seulement il y a l'obligation de reboiser, ce qui ne se fait pas dans les mines. Alors, ici, on exploite, on coupe du bois, mais on reboise en même temps. Et on doit développer, mettre en place une économie. Vous la saisissez par quel mécanisme? Les entreprises sont, nous l'avons dit, même si vous ne voulez pas le reconnaître, sont en insécurité juridique. Parce qu'on leur prend leurs concessions. Chaque ministre, et je crois que c'est Maëva qui avait peut-être la pudeur de ne pas aller jusqu'au bout de la pensée, mais c'était ça. Chaque ministre revisite, chaque ministre déchoit des titres des forestiers. Au point qu'on a des groupes qui sont à côté des ministres, quand l'autre revient, d'autres disparaissent. Ça, c'est quand même un problème. Comment vous allez faire? Willy, pourquoi est-ce que nous avons adhéré à l'initiative pour la transparence? C'est pour améliorer la gouvernance du secteur extractif. Oui. Et le gouvernement est bien engagé à améliorer la gouvernance du secteur forestier. Et pour améliorer une gouvernance, pour refonder l'État, pour reconstruire un État, il faut faire un état des lieux. Il faut analyser ce qui a été fait. Même si les actes étaient posés par des administratifs ou par le gouvernement, ça ne nous empêche pas de pouvoir analyser pour que nous puissions reconstruire. D'ailleurs, quand nous parlons de la reconstruction ou de la refondation, c'est parce qu'il y a eu une première construction. Et maintenant, nous voulons bâtir des choses de manière solide. D'accord avec vous, mais laissez-moi réinsister sur la problématique. Peut-être que vous ne le saisissez pas. Vous savez que depuis 10 ans, chaque ministre de l'Environnement révisite les contrats, les concessions. Non. Chaque ministre, oui. C'est que je veux dire... Je ne veux pas citer de nom ici, mais nous le savons. C'est qu'il y a eu un problème dans le secteur. Lorsqu'il y a eu un problème, est-ce que nous devons laisser le problème continuer à demeurer éternellement ou on doit corriger les erreurs, repartir sur des nouvelles bases et aller de l'avant? C'est là le problème. Parce que moi, je l'ai vu même sur certains groupes, quand nous discutions. Lorsque nous faisons une revue administrative pour que nous puissions établir ce qu'il y a, les gens disent il faut aller en justice. Non, il faut séparer les parties. Nous faisons une revue administrative. Le gouvernement a le droit de réanalyser, d'étudier ce qui s'est passé. Il peut arriver que certains mandataires ont posé des actes
qui ne sont pas, aujourd'hui, si nous les analysons, qui ne sont pas bons, mais ça ne peut pas empêcher que le gouvernement puisse analyser, revoir, parce que nous tous, la société civile et les entreprises, nous tous, nous demandons une gouvernance solide du secteur. Et la gouvernance, elle commence par où? Est-ce qu'on laisse ce qui est... Alors, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi ne pas avoir fait comme dans le secteur minier? Le secteur minier, quand il a fallu révisiter les contrats, le gouvernement a mis en place une commission qui a traversé le ministère de Mines. Ne tombez pas dans cette erreur que certaines personnes sont en train de diffuser dans les réseaux sociaux. Le gouvernement a le droit de faire d'abord sur le plan administratif seul cet examen, et puis elle appelle les opérateurs économiques qui sont dans le secteur de réagir. Lorsque les choses iront de l'avant, on peut faire une commission tripartite. Le gouvernement, les entreprises et la société civile. Mais avant d'aller à cette commission tripartite, le gouvernement avait le droit ou a le devoir même de faire une revue en interne pour comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je pense que c'est ce qui a été fait par le gouvernement. Et on ne peut pas le lui interdire. On ne peut pas demander au gouvernement qui a un mandat, qui a des obligations, et le gouvernement est redevable, qu'au stade primaire, que le gouvernement puisse intégrer les autres parties prenantes qui ne sont peut-être pas redevables. C'est pour ça que moi je loue cette action du gouvernement, mais je pense et j'encourage que nous puissions arriver dans une deuxième phase où il y aura maintenant des discussions multipartites pour aller de l'avant. Mais ici, il ne faut pas juger le gouvernement qui vient de faire le premier pas que nous demandions tous. Parce que chacun, nous ne connaissions pas quel était l'état des lieux du secteur. Alors, à quoi ça vous a servi maintenant le cadrage? Le cadrage ITE, il est tout à fait clair. Nous avions connu les nombres des administrations, tant nationales que provinciales, qui interviennent dans le secteur. Nous avions connu le nombre des opérateurs, les industriels et les artisanaux. Et nous connaissons aussi les espèces qui sont exploitées dans notre pays. Et aussi, Willy, tu seras étonné que en 2020, le secteur, que ce soit au national et au provincial, n'a rapporté qu'autour de 11 millions de dollars au trésor public, le trésor national et provincial. Et en 2021, nous sommes autour de 15 millions. C'est trop faible pour le secteur. C'est pour ça que les parties prenantes ont jugé bon que nous puissions analyser, que nous puissions faire un rapportage de ce secteur pour que nous comprenions est-ce un problème de contexte ou de l'environnement qui fait que ça ne marche pas, ou c'est un problème de la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que ce secteur est intégré dans le rapportage ITE et nous y travaillons. Nous pensons que nous comprendrons quelles sont les difficultés et quels sont les problèmes réels qui rongent le secteur. Vous avez cité les secteurs de l'exploitation artisanale, le secteur du bois. En réalité, la population environnante vit effectivement de ce bois que l'on nous demande de ne pas utiliser. Et cette exploitation pose problème parce qu'elle ne conserve pas la forêt. Face à la pauvreté, face à la pénurie, face aux difficultés, la population, elle essaye de survivre dans ce contexte. Avant de revenir à vous, nous allons suivre un petit reportage qui nous rappelle un peu l'exploitation forestière, surtout quand elle est illégale et quand elle détruit les forêts. La République démocratique du Congo, un des poumons verts de la planète, est menacée par l'exploitation forestière illégale selon l'ONG Global Witness qui demande aux pays importateurs de bois dont la France de prendre des mesures. L'ONG affirme avoir enquêté pendant 2 ans sur les activités de Nord-Sud Timber en RDC. Elle estime que cette entreprise exploite des concessions forestières grandes comme la Suisse et a contrôlé en 2017 près de 60% du commerce du bois dans ce pays. La RDC abrite 60% de la forêt du bassin du Congo, un des derniers poumons de la planète. L'ONG Greenpeace estime que sa déforestation menacerait la lutte contre le réchauffement climatique en libérant du dioxyde de carbone stocké en grande quantité dans les tourbières des forêts tropicales. Voilà, je crois qu'on nous a un peu interrompu. On n'est pas allé jusqu'au bout. Je ne sais pas si le réalisateur est fatigué.
Il fallait aller jusqu'au bout de ces reportages. Ça nous aurait permis de discuter un peu avec notre invité. Néanmoins, l'idée a été comprise qu'il faut absolument que l'on puisse avoir un regard aussi sur l'exploitation artisanale. Je crois que Maëva a une question. Même s'il fait très froid sur les plateaux, hein, mais on n'y peut rien, hein. C'est les climats. On n'y peut rien, c'est bon. D'accord. Monsieur Jean-Jacques, quand on observe le chiffre et les zones d'exploitation, on constate que beaucoup des bois est consommé par les populations locales et voire même par l'exploitation artisanale. Ces activités vous échappent-elles ou avez-vous d'autres ressources? Le rapport que nous sommes en train de faire, pour nous, nous sommes en train de faire une photographie du secteur. Vous savez, même quand vous vous rendez chez un médecin, avant qu'il ne vous soigne, si vous avez un problème de tête et tout ça, il prend une photo pour mieux analyser. Et le rapport que nous faisons, c'est une photo du secteur avant de pouvoir envisager quoi que ce soit. Et les premiers éléments que j'ai donnés ici, c'est une étude de cadrage, juste la délimitation des éléments qui doivent être dans le rapport. Et d'ici le mois de juin, le rapport sera publié. Nous saurons exactement qu'est-ce qui a été payé et qui sont les acteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des industriels et nous avons le secteur artisanal. Et dans le secteur artisanal, il y a un peu un désordre parce qu'il y a d'autres qu'on appellerait même semi-industriels qui se cacheraient derrière les artisanaux. Donc, ce sont des questions que nous allons relever dans le rapport. Mais la question des populations riveraines, ça c'est une question très fondamentale. Parce que vous savez, dans nos villages, pour avoir de l'énergie, il faut faire quoi? Il faut couper les bois. On coupe le bois. Mais ce sont des questions, lorsque nous allons les monter dans le rapport, je pense que nous allons faire tous beaucoup d'efforts pour trouver des alternatives, afin qu'il n'y ait pas une forte pression sur notre forêt. Et l'une des alternatives, il faut voir comment fournir à la population de l'électricité pour éviter, parce que le gros du bois que nous coupons dans nos villages, c'est pour l'énergie, pour préparer, pour se réchauffer et pour autre chose. Et ça, on ne peut pas éviter si on ne fournit pas de l'énergie à nos parents qui sont restés dans les villages. Donc, nous devons faire un effort. Soit il faut trouver des alternatives. Il faut voir comment est-ce qu'on peut fournir soit le gaz à nos parents pour faire la cuisson, soit construire des barrages hydroélectriques. Et pour l'éclairage, Dieu nous a gâtés ici en RDC. Faire des solaires. On peut faire des solaires. Mais alors, c'est vrai, il y a des alternatives par rapport à tout cela. Mais je voudrais quand même savoir comment ça va se synchroniser. Le gouvernement fait son toilettage, hein, je peux appeler ça comme ça. Vous avez appelé vous-même de manière pudique et très très gentille, vous avez appelé ça contrôle administratif. Une revue administrative. Une revue administrative, voilà. Ce qui va aboutir à qualifier et à disqualifier certains acteurs. Il n'y a pas de problème tout à fait sur normal. le plan administratif et chacun est libre. Si quelqu'un n'a pas de papier, si quelqu'un n'a pas de papier, il n'a pas de papier. Nous ne sommes pas ici en train de promouvoir l'illégalité, non. Mais nous voulons quand même que l'équité et que la stabilité, parce qu'en réalité, quand vous avez investi dans une industrie comme celle-ci, et que, bon, du jour au lendemain, vous n'avez plus de droit, ça peut... Willy, laissez-moi poser la question. Rapport. Non, regardez d'abord dans ce rapport. Vous verrez la liste de ceux qui ont composé cette commission-là. Vous verrez que ce sont des administratifs. Donc, nous sommes sur le plan administratif. Ne parlez pas du climat des affaires, de tout ce que vous dites. Tout ça se tient. C'est une revue administrative. Ma question est celle-ci. Je n'avais pas terminé ma question. C'est juste de poser un peu les bases. Nous sommes entendus qu'il y a un contrôle aujourd'hui, mais pour que les rapports étayés puissent être basés sur les faits, basés sur les vrais acteurs, il faut que ces acteurs soient stabilisés, identifiés et reconnus. C'est pour ça que je parlais de synchronisation. Vous devez attendre que le gouvernement ait fini son travail pour que le vôtre puisse avoir un soubassement, ou bien les deux peuvent aller en parallèle, tout en... Peut-être que vous allez corriger à la fin. Non. J'ai parlé ici que le rapport que nous faisons, c'est une photo. Une photo a toujours été instantanée.
C'est-à-dire qu'au moment où nous allons terminer notre rapport, nous allons intégrer les éléments du gouvernement de ce temps-T. Et pour le reste, on va continuer à faire un rapport chaque année. Cela veut dire quoi? Nous ne publierons pas seulement le rapport en 2023, on va commencer, ça sera systématique. Chaque année. Chaque année, on publiera un rapport du secteur forestier et nous prendrons les éléments nouveaux pour faire une mise à jour. Donc, il n'y a rien à voir entre le rapport ITIE et avec ce que le gouvernement est en train de faire. Mais nous avons beaucoup de chance. Il y a déjà un livrable que nous allons considérer, que nous allons intégrer dans le rapport ITIE que nous publierons. Nous prendrons ces éléments parce que ça nous aide à identifier les acteurs qui sont dans le secteur. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des rapports ITIE, nous devons parler de la publication des contrats. Heureusement, avec ça, on a répertorié tous les contrats qui ont existé. Et ces contrats sont déjà en train d'être publiés sur les sites du ministère. C'est pour dire quoi? Tous ces Congolais qui sont en train de réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils peuvent entrer sur le site, analyser contrat par contrat aussi. Ils trouveront peut-être que les administratifs ont raison. C'est pour dire quoi? Il y a déjà la machine qui est en marche pour que la gouvernance s'installe dans le secteur. Les contrats qui sont là sont en cours de publication sur les sites. Donc, nous avons accès à ce contrat. Nous pouvons même les analyser et regarder le rapport des experts du ministère, voir si c'est vraiment ce qu'il y a dans le contrat. C'est pour dire que nous sommes sous le processus de transparence. Les contrats sont publiés, le rapport est publié et il y a une circulaire qui est publique aussi. Et on demande aux gens de faire des recours, de faire des recours sur le plan administratif. Voilà, donc c'est un secteur qui est en train de se mettre en place. Nous allons certainement l'observer pour pouvoir voir comment il va s'intégrer au processus ITIE. Il est déjà dans un processus très avancé. Je reviens un peu vers vous, avec votre casquette, toujours coordonnateur, mais un peu dans le secteur des mines, hein, parce qu'on a encore quelques minutes un tout petit peu. Alors, les mauvaises langues, parce qu'il y en a toujours qui circulent dans les pays ici, les mauvaises langues disent qu'effectivement, l'ITIE RDC se réfugie maintenant dans le bois parce que c'est un secteur facile, mais dans les mines, les Romains s'empoignent. Dans les mines aujourd'hui, avec la plupart des révisions de révisitation, aujourd'hui on parle de revoir les contrats, le cordon de l'ITIE lui-même n'est-il pas content que l'on ait décidé de revenir sur le contrat chinois, qui a été un casse-tête pour lui à un moment donné? Willy, nous avions élaboré le rapport sur le projet SICOMINE. Oui. Et les recommandations étaient claires. Si le gouvernement s'approprie de ce rapport et avance, nous applaudissons. C'est ce que a voulu... Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Non, les parties prenantes doivent s'estimer heureuses parce que le gouvernement est dans la vision que eux, les parties prenantes, avaient recommandée. Une chose est vraie, le secteur des mines a connu des problèmes par le passé. Mais depuis 2 ans, il y a eu une forte amélioration sur les questions de transparence. Parce que même la note que nous avons eue à la validation, elle témoigne que les efforts sont réellement faits par le gouvernement et les parties prenantes. On a eu un score score élevé. Alors, il y a une grosse avancée. Mais le problème, moi je reviens toujours sur les questions de gouvernance. Est-ce que si les choses ont été mal faites par le passé, à cause du climat des affaires, on ne peut pas les corriger? C'est une question que je pose. Mais je ne peux pas vous la poser, moi je réponds moi-même. Je dis que le gouvernement, par la recommandation des parties prenantes, est obligé de corriger les erreurs du passé pour aller de l'avant. Mais les corrections doivent se faire dans le respect de droit. On doit respecter le droit d'un chacun. Mais au moins, c'est une refondation de l'État. Nous sommes en train de reconstruire. Ce qui a été mal fait, on doit le corriger et aller de l'avant. À l'époque, quand je vous recevais il y a quelques années, avant, quand vous preniez à peine vos fonctions, nous avions constaté ensemble qu'il y avait dans les différents rapports ce qu'on a appelé les écarts, la gestion des écarts. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans les rapports ITIE, que nous n'avons pas souvent
l'habitude de voir ces derniers temps, parce que vous ne les dissimulez qu'ailleurs, pas à Kinshasa. Il y a beaucoup d'émissions à l'intérieur, hein, pas ici à Kinshasa. En fait, je passe. Comment vous avez intégré la notion d'écart? Est-ce que les écarts qui peuvent être susceptibles d'être des détournements font-ils l'objet d'une enquête pénale ou l'IGF ou la Cour des comptes ou les instances judiciaires, ou bien ça reste simplement des constats sur papier? Willy, le rapport que nous avons publié pour aller à la validation, le rapport 2018-2019, le premier semestre 2020, c'était dans un contexte de la Covid. Donc, le comité exécutif, à la demande aussi du conseil d'administration de l'ITE, on a mis un peu à côté le système traditionnel de conciliation pour ne pas chercher les écarts. Mais avec le rapport, même celui-là, on avait dit, si nous découvrons des écarts supérieurs à 500 000, on devra s'y intéresser pour comprendre. Actuellement, le rapport que nous avons publié cette année, au mois de février, en fin du mois de février, tous les écarts supérieurs ou autour à 300 000 dollars, il y a eu une revue particulière pour essayer de les comprendre. Je vous informe que, vous pouvez bien le vérifier, la Cour de compte est descendue dans toutes les provinces minières, dans toutes les ETD, pour certifier les déclarations à l'ITE. Et l'IGF est en train de s'occuper des 3 régies traditionnelles. Je cite la DGI, la DGDA et la DGRAT. Donc, d'ici le mois prochain ou plus tard, nous allons publier les données de 2021 certifiées par ces régies financières. Pourquoi? Parce que nous voulons que ces données soient opposables à tous. Parce qu'il y aurait eu un regard de la Cour de compte et de l'Inspection générale des finances. Ça fait plus de 20 ans maintenant que notre pays est engagé dans ces processus. L'idée, au début, en tout cas, c'était de permettre l'entrée de la bonne gouvernance dans les secteurs des ressources naturelles, mais pour que les peuples aussi, propriétaires finalement de ces ressources, puissent se retrouver. Avez-vous l'impression de faire un travail qui améliore les conditions de vie des populations? Tous les rapports qui sont publiés par l'ITIE, sont-ils que des rapports de toute satisfaction? Non. Ou bien vous avez l'impression que quelque chose a été fait pour la population? Comme tu as dit là, à l'origine, l'ITE, c'était pour que les populations qui sont impactées par l'exploitation des ressources naturelles puissent se retrouver. C'était ça. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin. Nous avons commencé par tout montrer, tout voir. Et puis, on analyse maintenant le contexte. Et quand nous analysons le contexte, il y a un contexte très important. Qu'est-ce que nous faisons de l'argent que nous recevons du secteur? L'affectation de cet argent et aussi les questions de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont des choses que nous analysons de manière profonde dans nos rapports et nous comprenons qu'il y a de plus en plus des améliorations. Bien qu'on n'a pas encore atteint le niveau de satisfaction que voudrait avoir le Congolais. Mais nous sommes sur le chemin. Il faut seulement être patient. Vous avez vu dans la révision du Code minier de 2018, on a introduit les questions de transparence, les questions du 0,3% du chiffre d'affaires, et les entreprises ont commencé à signer les cahiers des charges. Lorsque vous analysez ça, vous allez voir que, en plus de la redevance minière que reçoivent les ETD, les entités territoriales commencent à recevoir suffisamment de fonds pour le développement local. Mais la question reste, nous devons continuer à nous intéresser comment ces fonds sont affectés. Qu'on ne se limite pas à l'impact que l'ITE a fait pour la loi, mais on doit aussi aller suivre l'impact réel auprès des populations. C'est déjà bien que les populations reçoivent cette quotité, mais il faut les accompagner pour la bonne gouvernance au niveau local. Nous allons revenir pour terminer au dossier qui nous a réunis, le dossier de l'exploitation forestière. Nous avons dit tout à l'heure avec vous que, évidemment, le secteur n'était pas vraiment rentable pour l'État,
que les chiffres d'affaires, les étaient montants... moins rentables. Je n'ai pas dit pas rentables, étaient moins rentables. Si les moins rentables, nous avons quand même le deuxième bassin du monde et que ces bassins puissent produire dans son exploitation 11 millions de dollars, c'est quand même du ménifrétin. On ne peut pas se cacher cela. Alors, il y a aussi l'exploitation artisanale, les populations, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui met en péril cette forêt tropicale. C'est ce que nous allons voir avant de conclure cette émission. La forêt équatoriale, la forêt tropicale congolaise est en péril. Suivant. Vous avez vu qu'il y a énormément de ressources au niveau de la faune, au niveau de la flore, au niveau même des espèces rares dans cette forêt qui est menacée aujourd'hui. Alors je reviens quand même à M. Kayembe parce que en réalité, l'exploitation elle-même aujourd'hui ne rapporte pas beaucoup à la RDC. Et les forêts sont détruites par les menaces dont nous venons de parler. Mais il existe quand même un moyen de gagner des moyens, des ressources supplémentaires. C'est comment capturer les crédits carbone. Comment l'ITI peut faire pour favoriser que l'économie verte, parce qu'il s'agit de cela, comment l'économie verte peut finalement être un facteur de croissance pour la nation, mais surtout comment nous allons nous organiser entre la poussée de l'exploitation artisanale, la poussée des industriels qui aboutit à une déforestation, donc à une perte de la capacité de capter les carbone 14. Donc, je voudrais que vous puissiez réfléchir un tout petit peu à cette question-là, il sera peut-être la dernière de cette émission. Comment nous faisons pour conjuguer finalement ce qui apparaît comme une contradiction? Conserver, oui, mais exploiter aussi. Comment nous faisons les deux? Mais, Willy, quand nous sommes partis à Sharm el-Sheikh en Égypte, à la COP, nous avons porté que la RDC était un pays solution. C'est parce que nous nous sommes engagés pour la bonne gestion de notre forêt. Il y a une volonté, mais la chose que nous ne devons pas oublier, nous avons des populations qui vivent dans cette forêt, qui vivent de la forêt, donc qui se nourrissent, qui se chauffent, qui préparent avec les éléments qui viennent de cette forêt. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté d'améliorer cette gouvernance-là. Nous ne pouvons pas priver à notre population qu'elle ne puisse pas exploiter cette forêt. Mais nous devons voir comment est-ce que nous devons avoir une exploitation prudente. C'est-à-dire, pour que la population ne puisse pas mourir de faim, mais nous ne devons pas oublier que c'est un patrimoine de l'humanité aussi. Donc, il faut trouver le point d'équilibre. C'est pour ça que le gouvernement, je le vois, dans le cadre de l'ITE, nous sommes en train de vouloir que la gouvernance s'améliore dans ce secteur pour qu'il y ait un point d'équilibre. Que les populations quittent la zone rouge de la misère, la précarité, mais
que nous ne puissions pas que nous ne puissions pas déséquilibrer l'humanité. Je pense qu'il faut seulement aller par une exploitation prudente. Rationnelle. Ça fera que nous allons préserver nos forêts, elles vont se régénérer et nos populations ne vont pas croupir dans la misère. Il faudrait que ce soit comme dans les secteurs miniers où certaines populations n'ont que les yeux pour pleurer. Heureusement, vous êtes battus pour qu'il y ait cahier des charges. En tout cas, nous allons terminer cette émission. Nous avons évoqué aujourd'hui l'ITIE RDC et le secteur du bois. L'ITIE est encore au niveau du cadrage, donc j'espère que... Et d'ici le mois de juin, on aura un rapport qui sera le premier rapport des parties prenantes pour le secteur. Parce qu'en 2015, on a eu un rapport blanc. On l'a dit, maintenant, on aura un vrai rapport. Et nous espérons au mois de juin être parmi les quelques journalistes qui vont être les premiers à diffuser ces rapports-là. L'administrateur indépendant est déjà en train de collecter toutes les informations. Il est sur le terrain. Il nous a déjà produit les quelques remarques sur le rapport de cadrage et nous l'accompagnons. Nous allons faire des ateliers auxquels vous serez conviés. Nous serons toujours heureux de desservir. Alors, pour terminer avec vous, je voudrais quand même vous demander l'espoir. Sommes-nous un pays conforme? La question, je la pose tout le temps quand on est avec vous. Sommes-nous déjà un pays conforme? Si vous rentrez sur le site de l'ITE international, vous regardez tous les pays, les 60 pays membres de l'ITE, vous verrez que la RDC est en vert foncé. Cela veut dire quoi? Le pays a atteint un niveau de conformité recommandé par l'ITE. C'est pour ça que nous disons que c'est un pays à transparence élevée. Nous ne sommes pas beaucoup sur les 60, c'est moins de 10, je dirais même 7 seulement qui ont déjà atteint ce stade-là. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Il nous reste... Écoute, nous devons atteindre le stade d'un pays à transparence très élevée. Et nous devons avoir à l'esprit que le standard ITE, c'est le minima. Nous ne devons pas nous contenter du minima. Nous devons aller au-delà de ces efforts que nous faisons aujourd'hui parce qu'il y a eu des recommandations stratégiques. Il y a des points où on avait un score très faible. Par exemple, sur les propriétaires effectifs de nos mines, on avait 30% sur cette question-là. Mais là, quand on met dans la globalité, il y a eu des points où on a fait du 100%. C'est pour dire quoi? Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous devons continuer à travailler afin que dans chaque compartiment, que la transparence soit élevée. C'est pour ça que nous continuons à travailler sur la publication des contrats de tous les 3 secteurs, minier, des hydrocarbures et maintenant le secteur forestier. Nous sommes en train de recenser tous les flux financiers pour mieux les comprendre. Nous sommes d'analyser le contexte. C'est pour ça que vous verrez maintenant sur le site du ministère de l'Environnement, vous allez voir que tous les contrats sont publiés. Et tous les actes administratifs liés à l'exploitation sont publiés. C'est le chemin de la transparence que nous avons tous convenu. Nous y sommes et nous pensons qu'à la prochaine validation en 2025, la RDC quittera 85% vers 90% ou vers 100%. Merci, nous ne pouvons que vous féliciter et surtout vous encourager. Depuis votre arrivée à ce poste, vous avez fait du bon travail et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le monde qui l'a dit parce que la couleur de notre pays dans cette sélection est quand même une couleur verte claire un peu. Foncé. C'est pour dire merci, monsieur Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur ITIE RDC. Merci donc d'avoir été avec nous, surtout d'avoir donné toutes ces informations. Nous savons que c'est encore au début pour l'exploitation du bois, pour l'exploitation forestière, mais nous espérons qu'ils atteindront très rapidement la vitesse de croisière pour que les opérateurs dans ce secteur soient aussi des vrais opérateurs dans la croissance de notre nation. Merci aussi à Maïva d'avoir été avec nous. Merci, monsieur Willy. Merci Willy, merci Maïva. Voilà. C'est la fin donc de Chemin Critique. Nous avons atteint les rivages et nous avons compris que les secteurs de l'exploitation forestière, c'est fini maintenant la récréation. Désormais, avec la note circulaire, avec les cadrages, avec la poussée du monde, nous devons donner au monde ce qu'il nous a donné donc une bonne gouvernance. Au revoir et à la prochaine. Merci.